Alors, donc ce soir, on va parler donc de l'enlèvement de Pascagoula. On va parler des extraterrestres qu'on a vus, qui ont été vus à maintes et maintes reprises en Belgique. Et si on a le temps, on parlera d'autres choses que je vous dirai après. Alors, ce sont des faits qui sont anciens, entendons-nous bien. Enfin, déjà pour l'enlèvement de Pascagoula, c'est un fait qui est déjà ancien parce que il se passe en 1973. Il y en a peut-être déjà qui connaissent ce fait-là. C'est deux messieurs. Il y en a un qui s'appelle... attendez. Il y a quelqu'un qui m'a invité sur son live, ça a dû bugger. C'est quelqu'un que je connais pas en plus. Euh, c'est Charles Hickson et Calvin Parker, pardon, qui se font, qui vont voir des extraterrestres à bord d'un vaisseau. Au fait, fais gaffe, Lily, il y a des gens qui enlèvent des gens de la famille des streamers pour demander des rançons. Hein? Euh, j'ai pas compris. Ah, d'accord, ok, oui, ça y est, j'ai compris. Ils enlèvent des streamers pour réclamer une rançon. Ouais, mais moi, je suis pas assez connue, Caro. Zerda, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. J'ai vu l'invitation, mais je l'ai supprimée. Il n'y a pas de problème. Je comprends, hein. Au début, on doit chipoter un petit peu et on peut faire des erreurs. Mais il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, j'ai refusé, t'inquiète pas. Il y a un streamer dont le père a été enlevé et enfermé dans un coffre de voiture. Il a été retrouvé à 600 km de chez lui. Ça devient du délire. Après, moi, je rapporte rien dans le sens où j'ai pas de sub, où je suis pas connue, etc., etc. Donc voilà. Donc, ces deux messieurs donc on vont voir sur le bord d'une route un vaisseau avec des extraterrestres et ils sont en train de faire une partie de pêche dans le Mississippi. Et donc cette affaire fait grand bruit à cette époque-là et ils ont eu droit à une enquête de la part d'ufologues, bien évidemment. Et elle a été considérée comme étant une supercherie par, euh, par les auteurs sceptiques. Après, il faut savoir que chaque fois qu'il se passe quelque chose, attendez, parce qu'à chaque fois, je reçois une invitation, donc à chaque fois, je dois la supprimer. Donc désolé si par un moment, je suis inattentive à ce que vous dites. Donc, ils pêchent donc, sur la rive occidentale de la rivière. Ce sont deux ouvriers de chantier. Il y en a un qui est âgé de 42 ans et l'autre qui est âgé de 19 ans. Non, je peux pas. J'ai un sujet bien précis. Après, j'aurais pas de sujet, ça m'aurait pas dérangé. Et dis-lui qu'il peut me joindre sur Discord. Si un jour il veut que je fasse un live avec lui, bah ok, pas de souci. Mais là, c'est pas vraiment c'est pas vraiment possible. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Mais si tu veux, toi, me faire une invitation sur Discord, tu tapes point d'exclamation Discord, n'hésite pas à venir dans le Discord, à me faire un message, etc. Je réponds toujours à tout le monde. Mais là, désolé, mais c'est mon premier live de l'année, j'en ai pas fait mercredi, donc du coup, c'est pas fort possible, désolé. Donc, ils vont entendre un bourdonnement qui est étrange et ils vont apercevoir un objet non identifié. Il y a une porte qui va s'ouvrir et ils vont voir trois créatures tirer et ils auraient tiré sur les deux hommes pour les paralyser. Les deux victimes auraient subi des examens et selon leur dire, eh bien, les extraterrestres possédaient des pinces de crabe, euh,
C'était un nid de frelon. Il possédait des pinces de crabe, des pattes d'éléphant, une tête en forme d'œuf, sans yeux. Leur peau est extrêmement pâle et un peu ratatinée, et au bout environ de 20 minutes, ils vont dire qu'ils ont été déposés à terre par les créatures. Fameux mélange, oui, exactement. Les deux hommes vont raconter leur expérience dans le commissariat du comté de Jackson à un shérif qui pense que tout simplement c'est un canular. En quelques jours, eh bien, cet événement prend une dimension internationale dans une foule de journalistes. Ça va être le bazar. En plus, dans ces années-là, c'était pas longtemps, très longtemps après toutes les histoires en ufologie. Donc, ça a fait énormément de rebondissements, bien évidemment. Euh, il y a un des deux qui va passer au détecteur de mensonges et l'examen va être organisé par un agent qui va lui faire signer, ainsi qu'à Parker, un contrat hein, visant donc à promouvoir le récit des vêtements. Euh, c'est selon ce test-là que justement ça va être un peu houleux parce que on va proposer donc à Ixon, donc le premier, le plus âgé, de refaire le test sous la conduite d'un opérateur de la police. Et là, il va tout simplement refuser. Et c'est justement à cause de ça qu'il va y avoir aussi le fait que son discours, leur discours va être remis en cause tout simplement. Par la suite, il va participer à des débats il va donner des conférences, il va donner des interviews, il va publier un conte d'auteur et en 1983, il va écrire un livre co-rédigé avec William Mendez qui sera intitulé UFO Contact at Pascula. Il va prétendre avoir eu en 1974 d'autres rencontres avec des extraterrestres et que ces derniers lui avaient confié qu'ils étaient pacifiques. C'est vrai que ce discours-là peut être interpellant, certes, il peut paraître un peu gros, mais quand on connaît les récits d'autres personnes qui étaient contactées par d'autres formes d'extraterrestres, ça se ressemble toujours, toujours. Oui, ça y ressemble, sauf qu'à ce moment-là, le film n'était pas encore sorti, je pense. Des cambriolages, oui, il y a un Inoxtag, je ne sais pas si vous connaissez, certains doivent connaître. Inoxtag, il a été victime de plusieurs cambriolages et il était, il y avait aussi un problème où on voulait tuer ses parents, où il y a eu un truc bizarre, un truc chelou, on voulait aussi s'attaquer à sa famille. Ah ben oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, moi je mets ma voiture en face parce que mon voisin il a une caméra là et une caméra là, mais il a deux caméras. Mais il y en a une, il faut rentrer dans sa cour pour aller chipoter à la caméra. Oui, je connais, c'est pendant son ascension. C'est ça, c'est ça, Véro. Et ça a encore évolué depuis.
Donc le journaliste voit pointer plusieurs choses qui ne vont pas dans son témoignage. D'ailleurs, l'opérateur du détecteur de mensonges qui a déclaré que le témoin croyait en la réalité de son enlèvement n'avait pas l'expérience requise pour s'en servir et que Hickson avait refusé de se soumettre à un nouveau test conduit par les opérateurs de la police plus expérimentés. Donc, Close va en conclure tout simplement que cette affaire n'était qu'une supercherie. Il y a des sceptiques qui déclarent que le comportement de Hickson était douteux et qu'il avait modifié et même embelli son récit lorsqu'il est passé à la télévision. Donc entre son témoignage qu'il avait rendu quand il a été voir le shérif et de quand il est interviewé, il avait rajouté des faits qui étaient étranges. Donc ils vont imaginer que cette rencontre-là avec des extraterrestres était soit le fait d'un rêve éveillé, et que la confirmation par Parker du récit, eh bien, c'était dû à sa grande suggestibilité, puisqu'il avait affirmé à la police qu'il avait perdu connaissance au début de l'incident et il n'aurait repris ses esprits qu'à la fin. Donc les tenants et les aboutissants, en fait, il a vu la soucoupe volante, il est tombé dans les pommes quand il les a vus, et quand il s'est réveillé, il venait d'être mis sur terre, entre guillemets. Donc pour lui, ben, il peut pas dire à 100% ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai vécu tout ce que mon collègue Hitson a vécu. Non, il peut pas le dire, vu que il n'était pas là. Enfin, si, il était là, mais de corps, mais pas d'esprit. Ouais, mais c'est abusé. Après, les raisonnements sont bizarres. Mais oui, c'est 8 heures par jour. À mon avis, les 14 heures, c'est par semaine. Hmm. C'est pas possible, 15 heures par jour. C'est impossible. 15 heures par semaine, c'est possible. 14-15 heures par semaine. Un quart-temps ou un mi-temps. Je me demande si c'est pas par mois. Je sais pas. Mais pour moi, ça me semble que ça doit être sûrement par semaine en tout cas. Jérôme. Alors, pour ce qui en concerne la vague d'OVNI, histoire et témoignage en Belgique, j'ai décidé de le faire parce que justement, il y a plein de témoignages au jour d'aujourd'hui sur des faits ufologiques qui sont arrivés en France, qui sont arrivés aux États-Unis, qui sont arrivés en Angleterre. Bah, c'est pas plus compliqué, regardez les crop circles, il y en a énormément qui ont été faits en Angleterre. Et en fait, il n'y a jamais personne qui parle de faits qui sont arrivés en Belgique, et pourtant, il y en a autant que dans les autres pays. Juste que c'est pas mis en avant tout simplement. Alors, il y a une vague d'ovnis qui désigne une série donc d'observations d'ovnis qui ont eu lieu en Belgique entre 1989 et 1991. En général, les témoins déclarent avoir observé une forme triangulaire aux angles arrondis, un éclairage identique, donc trois phares aux extrémités du triangle et un phare rouge au centre, pouvant se détacher et plonger vers le sol.
C'est un modèle nordique. Le déplacement est sans ou avec bruit. Ça dépend pour certains témoignages. Je vous rappelle quand même que je pense que c'est dans... Je réfléchis, je pense que c'est en 2015 ou en 2014. Ici, dans ma cour, nous, on a pu observer des choses qui étaient interpellantes, que l'on a ramenées à, à des choses qui avaient attrait à de l'ufologie. Après, on n'a jamais fait de témoignage nulle part, on ne s'est jamais adressé au centre pour voir s'il y avait eu quelque chose. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on a vu ça, dans la même année, il y a eu plusieurs témoignages. Cette vague est considérée par les sceptiques comme étant une contagion psychosociale, parce que quand quelqu'un voit quelque chose, il y en a plusieurs qui le voient. Sauf que dans ces années-là, eh bien, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout, parce que maintenant, quand quelqu'un voit quelque chose, ça part comme une traînée de poudre et on en parle dans les réseaux, et puis quelqu'un d'autre voit quelque chose, et puis encore quelqu'un d'autre voit quelque chose, et ainsi de suite. Sauf que dans ces années-là, il n'y avait pas Internet, donc c'était pas possible. Enfin, si, il y avait Internet, mais tout le monde n'avait pas un ordinateur, tout le monde ne pouvait pas en parler, etc. Oui, c'est ça, Caro. Et ce qui est appelé la vague d'OVNI, donc va débuter dans les années 1989 et va prendre fin, entre guillemets, dans les années 1991, c'est-à-dire il y a très longtemps, parce que à cette époque-là, j'avais 20 ans. Voilà, donc faites le calcul, hein. Durant cette époque-là, il y a des milliers d'observations d'OVNI qui ont été rapportées. Et la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, parce qu'elle existe, et la force aérienne belge va donc étudier tout ça. Il y a la majorité des témoignages qui décrivent un engin volant de forme triangulaire avec une surface, à sa surface, trois grands phares d'environ un diamètre à proximité des angles, donc plus ou moins d'1 mètre, et son centre, une lumière orange, rougeâtre, semblable un peu à un gyrophare, et son envergure serait plus ou moins de 40 mètres. Les fameux triangles. J'ai vu des trucs dans le ciel à cette époque. Oui, moi aussi, surtout qu'à cette époque-là, je ne veux pas dire, mais le ciel était beaucoup plus clair. Mais au final, c'est les lasers projetés dans le ciel des boîtes de nuit, c'était devenu la mode à cette époque. C'est exact. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, tu sais, quand il y avait des kermesses, enfin ce que nous on appelle des kermesses, il y avait certains gros manèges adultes qui avaient des faisceaux laser et ça faisait des effets lumineux. Sauf que là, ça a quand même été décrit, donc c'était pas juste un faisceau lumineux qui avait été vu. Plusieurs journées ont été particulièrement chargées en observation, c'est-à-dire le 29 novembre 1989, il y a eu 143 cas. Le 11 décembre 1989, il y a eu 24 cas, ainsi que le 12 mars 1991, il y a eu 26 cas. Où c'est intéressant, c'est que ça ne s'est jamais passé au même endroit. La majorité des observations ont été effectuées donc dans le nord de la Wallonie ainsi que sur Bruxelles et sur sa périphérie. Après, on parlera des lieux différents parce qu'il y en a eu même dans la région où j'habitais à cette époque-là. Il y a une forte concentration de ces observations qui sont observées donc dans la région de Liège et quelques observations vont être enregistrées aussi en Flandre et dans la province de Luxembourg.
Donc c'est pour vous dire que c'était quand même assez diffus. Hmm. 3 générations de personnes qui n'ont jamais bossé là, quand même. Au final, c'est des lasers projetés. Oui, ça, je m'ai lu. Oui, il y a des explications logiques. Quand la mode des lasers a pris fin, on voyait plus rien. Oui, sauf que là, ce n'est que 3 ans et l'effet des lasers a encore continué après. Après, il y a eu d'autres témoignages. C'est parce que ces témoignages-là ont été centralisés au même moment. Et justement, hein, tout a été fait de façon à se renseigner pour voir s'il n'y avait pas de kermesse, etc. Après, c'était pas vraiment la période. Novembre, décembre et mars, à la limite, mars-ci, encore parce qu'on pourrait dire il y a eu les kermesses de carnaval, etc. En Flandre, pareil, dans la province du Luxembourg, pareil, tout le monde ne fêtait pas les mêmes choses au même moment. Au mois de décembre, ben, il y a vraiment que fête de fin d'année, etc. Il n'y a pas vraiment de trucs festifs à l'extérieur. Donc au total, il va y avoir plus de 2000 observations d'OVNI qui vont être enregistrées entre novembre 1989 et juillet 1991. Oui, aussi les foires. Elles ont été recueillies par la SOBEPS, euh, qui va faire 600, qui va quand même relater qu'il y a 650 de ces observations qui ont été l'objet d'investigations et qu'un peu plus de 500 d'entre elles vont rester inexpliquées à ce jour. Ça veut dire que dans les 2000 observations, il y en a 650 qui vont être isolées par la société qui s'occupe de tout ce qui est ufologie en Belgique. Ce sont des associations expressément. Et oui, voilà. Et il y en a dans les 650, il y en a 500 qui ont été inexpliqués. Ça veut dire que dans les 500, il n'y avait pas de faisceau laser, etc. Parce que justement, ils ont cherché dans les moindres détails. Les témoignages qui ont été recueillis par donc ces associations n'ont pas fait objet d'une enquête approfondie. La force aérienne belge est en possession de 12 témoignages qui proviennent de la gendarmerie et de 2 témoignages directs de militaires. J'ai envie de vous dire que ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en France, c'est déjà arrivé aux États-Unis, où l'armée ou la police ou la gendarmerie peut avoir observé des faits euh, étranges dans le ciel. C'est alors que ça devient interpellant parce que justement, quand ce sont ces personnes-là, on dit ah mais oui, mais leur témoignage, il est sûr et certain. Hmm. Ah peut-être, peut-être. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on saura l'expliquer dans le temps. Donc ce qu'on ne peut pas expliquer dans le temps, on ne sait pas si on pourra ne pas l'expliquer dans le temps. Donc de toute façon, dans un équilibre totalement juste, on ne sait pas. Oui, parce que ce sont des personnes assermentées, mais c'est pas pour ça que ces personnes-là ne peuvent pas raconter n'importe quoi et que quelqu'un d'autre, tout à fait, une personne lambda, peut dire tout à fait la vérité. Oui, c'est ça, faut attendre. Les événements du 30 mars 1990 ont été marqués par une corrélation entre les observations qui étaient faites au sol, donc réalisées par des civils, par des gendarmes. Il y a des captures d'éco-radars du centre de contrôle aérien de Smerzak et de la station radar de l'OTAN. Rien que ça. Un F-16 chargé d'intercepter un ovni a également capturé un écho-radar quelques dizaines de minutes après une observation au sol.
Toutefois, la force aérienne ne dispose pas d'assez d'éléments pour prouver qu'il y avait bien un objet dans l'espace aérien belge durant la nuit du 30 au 31 mars 1990. Le 6 décembre 1989, environ 1380 élèves de la Sainte Union de Dour ont vu le même phénomène vers 7h56 du matin. J'y étais. Comme quoi. Non, j'étais dans l'ombre. Oui, vous savez, Nancy est toujours discrète, hein. Elle est toujours discrète. Comme quoi, tu vois, on est encore bien la période où ont été relatées des choses qui sont vraiment arrivées. Tout simplement. Donc, il y a eu à Eupen, le 29 novembre 1989, une observation effectuée par un groupe de marcheurs. Ouais, justement, on va en parler. Aux alentours de 10h30, il y a un groupe de marcheurs qui se rendent au barrage de Gilep et ils vont observer dans le ciel une grande plaque sans ailes. Elle se déplace lentement et silencieusement et ils voient l'objet traverser l'autoroute E40 et prendre la direction de l'échangeur autoroutier. Un major de l'armée belge qui participe à cette marche a estimé l'attitude de l'objet à 2000 mètres. Il y a un témoignage de gendarme droit derrière. Entre 17h et... Ouais, je sais qu'il y avait la guerre. Je sais. Je sais, je t'ai dit, je vais en parler après. J'ai pas dit non. Entre 17h et 17h30, il y a un gendarme de la brigade de Inaten qui va effectuer un contrôle d'identité au poste de frontière à Lichtenburg. Sur l'autoroute, donc E40, et il aperçoit un objet de grande taille volant lentement à basse altitude. Jim, s'il te plaît. Il vient d'Allemagne et passe à 500 mètres du gendarme. Il est équipé de 2 ou 3 phares blancs et vole parallèlement à l'autoroute E40, longeant son côté est. L'objet vole très bas et trop lentement pour être un hélicoptère circulant entre les hôpitaux de Aix-la-Chapelle et de Eupen. Le témoignage le plus complet fut rapporté par 2 gendarmes d'Eupen en service parce que vers 17h20, à cette heure-là, c'était la fin d'après-midi, alors que la nuit commençait seulement à tomber, ils ont vu une prairie située à Ballen, éclairée par une intense source de lumière. Ils vont après observer un objet triangulaire qui se trouvait en vol et qui faisait du stationnaire au-dessus de la prairie. Il y avait 3 faisceaux blancs qui projetaient de la lumière au sol, alors qu'une lumière rouge clignotait au centre de l'engin. Les gendarmes décident donc de suivre l'OVNI. Dans un premier temps, ils se dirigent vers la frontière allemande avant de prendre la direction de Eupen, et il restera une demi-heure au-dessus de la ville. Ensuite, il prend la direction du lac de Gilep où il a été vu et il s'immobilise au-dessus de l'eau pendant plus d'une heure. Puis, la lumière rouge se détache de l'objet et plonge en direction du lac. À 18h45, les 2 gendarmes voient surgir de derrière les bois un second ovni et il est également de forme triangulaire et son vol est cabré. Au bout de quelques minutes, il prend la direction de la Calamine et ce second engin est
été également observés par les gendarmes qui étaient situés à Eupen. À 19h23, l'engin a cessé d'émettre des lumières rouges et est reparti vers le sud. Le du pastis. Il n'y a pas de pastis en Belgique. Dans la soirée, une autre patrouille de la gendarmerie de Eupen a observé un engin triangulaire semblable à celui de la première observation. Ils ont vu aussi une lumière rouge se détacher du centre de l'engin et se diriger vers le sol parce que d'où ils étaient, ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait le lac en dessous. Coucou Méphisto, j'ai beaucoup remarqué qu'ils sont attirés par l'eau. C'est vrai. Tout comme les énergies. Au total, 8 observations d'OVNI ont été effectuées par 13 gendarmes d'Eupen durant la soirée du 29 novembre. Ces observations sont complétées par 135 autres observations venant de civils de cette région. 70 de ces observations ont fait l'objet d'enquêtes poussées, aucune d'entre elles n'ayant pu être expliquée par une technologie conventionnelle. L'équipe d'enquêteurs de la SOBEPS, aidée par la force aérienne, ont estimé qu'environ 1500 personnes ont dû le voir, le phénomène, de l'après-midi jusqu'à la soirée. En plus des 70 endroits différents, et l'ont vu aussi sous des angles différents, ça dépendait où ils étaient situés. J'ai pas vu l'engin, par contre, la lumière, oui, j'ai eu la trouille de ma vie. À Liège, à Namur et à la Louvière, d'où je suis, où je vivais, dans cette région, dans ces années-là, le 11 décembre 1989, dans la soirée, est marquée par une multitude d'observations. La grande majorité des témoins rapportent avoir observé un objet encore triangulaire équipé de 3 phares blancs et d'un phare rouge en son milieu. Les premières observations ont lieu sur une petite zone à l'est de Liège entre 17h25 et 17h45. Si vous connaissez la carte belge, vous verrez que la distance entre Liège, Namur et la Louvière sont quand même assez grandes. Entre Liège et la Louvière, il y a une fameuse distance. Entre Liège et Namur, Namur est entre guillemets au milieu. Les premières observations donc, ont lieu entre 17h25 et 17h45. Une demi-heure plus tard, un objet similaire est vu à 100 km à l'ouest dans la région de la Louvière, mais sur la région de Anne-Saint-Paul, sur la région de Morlanway et Senef. C'est-à-dire que ces endroits-là sont côte à côte. Donc Anne-Saint-Paul, Morlanway et Senef, pour ceux qui ne connaissent pas, sont quasiment l'un à côté de l'autre. Au même moment, une série d'observations sont effectuées dans la région de Namur, qui n'est pas du tout à côté. C'est vu à Malone, à Temblou, à Gemep-sur-Sambre, et par la suite, l'objet est aussi aperçu à Hernage à 18h45 et à Fortville à 19h10. C'est pour vous dire que c'est étrange parce que au même moment, des personnes qui sont sur la Louvière, sur Namur, voient les mêmes phénomènes sans avoir eu de contact entre eux, vu l'étendue et la différence et les kilomètres qu'il y a entre eux. En plus, c'était quasiment au même moment. Ces observations isolées sont effectuées entre donc 19h et 19h10, et là c'est à Bastogne, à Wamuel, à Anse, où là il voit aussi un objet triangulaire semblable aux autres observations. Puis il y a plusieurs témoignages au-dessus du lac
de Gilet-Pancor entre 22h45 et minuit. À Marchins, ce sera entre le 12 et le 13 mars 1991. On y revient donc à Marchins. Il y a 27 observations qui ont été rapportées dans la petite zone donc, du sud-ouest de Liège. Et le village de Marchins était au centre de ces observations parce que, à 2 reprises, un appareil a été vu au-dessus d'une centrale nucléaire, celle de Tihange. C'est tout près de là que j'ai passé la première fois mon permis. Ces observations ont été effectuées entre 20h45 et 3h du matin. Là, nous étions la nuit. Dans le livre OVNI, des généraux, des pilotes et des officiers parlent. Le général Wilfried de Bauer rapporte son témoignage qui est celui-ci. Un témoin a rapporté que l'appareil se trouvait directement à la verticale des lumières rouges situées au sommet de l'une des énormes cheminées. Il est resté pendant environ 1 minute projetant l'une de ces lumières à l'extérieur de la structure. Cependant, une autre lumière pointait directement à l'intérieur d'une des cheminées. Après avoir terminé son inspection, l'engin s'est lentement déplacé et a traversé l'énorme panache blanc de la cheminée avant de disparaître. Une lumière très puissante. J'ai revu il y a 6 ans un truc triangulaire et l'année dernière, comme circule dans le champ à côté. Ce que j'ai vu a été vu partout en France, à différents endroits et d'autres pays. Oui, je me semble que M. Molinaro, il avait été au Crop Circle qu'il y avait eu de ton côté. De toute façon, ceux qui croient au Crop Circle, vous ne pouvez croire qu'en une autre existence, parce que sinon, comment ces crop circles, d'ailleurs on l'a vu ensemble quand on a fait les lives sur les crop circles, comment ces crop circles auraient pu être faits, hormis ceux qui ont été faits par les êtres humains avec cette espèce de balai. Mais là, évidemment, il y a des coupures, mais là, c'est pas le cas. Dans les dessins, il n'y a aucune coupure. Donc, pour que le blé soit droit, il ne faut pas qu'il y ait d'intervention entre les dessins. Or, vous avez des cercles qui sont faits autour d'une étendue qui n'a pas bougé. Regardez le film Signe pour les crop circles, il est intéressant. Oui, je l'ai vu. Mais regardez les lives, les anciennes vidéos de M. Molinaro, il en parle. Dans tous ces lives, de toute façon, il en parle. Dans toutes ses vidéos. Après, si vous avez l'occasion et la possibilité d'aller à cette conférence, ça c'est super. Moi, il est venu pas loin de chez moi, mais justement à un moment où je ne pouvais pas aller. Bon, attendez, je vais éteindre mon chauffage, j'arrive. Oui, je sais, c'est ce qu'en général ils disent tous. Jo, il faut que tu ailles voir le live que j'ai fait là-dessus. J'ai fait un live sur les crop circles, j'en ai même fait 2. Oui, de toute façon, je vous ai fait un petit montage. Je vous ai fait un petit montage vidéo où j'ai repris des photos pour vous les montrer, pour que vous voyez. J'ai pris les premières photos du premier sujet, puis du deuxième sujet, puis du troisième, puis du quatrième. C'est ça, il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Ça, j'en avais parlé justement. Attendez, j'ai oublié de vider ma poubelle. Voilà. Après, il y a eu aussi la fameuse intervention des F-16. Parce que à la suite d'un événement en novembre, le 29 novembre 1989,
La force aérienne a autorisé le système de défense nationale à faire décoller des F-16 au cas de signalement d'activité anormale dans le ciel. Ça a été fait en coopération avec les autorités de l'aviation civile et aussi la gendarmerie. La force aérienne a établi une procédure afin de permettre des missions d'interception sous certaines conditions. Le suivi ne fonctionne pas. C'est bizarre cette histoire, quand même. À mon avis, il y a eu un bug à la poste, c'est pas possible. L'observation d'un objet doit être confirmée par la gendarmerie. L'objet doit être détecté par un radar. Donc si c'est quelqu'un qui l'a vu, ben, il n'est pas pris en compte. Ouais, il n'y a qu'à la poste, je suis d'accord. À 3 reprises, les F-16 belges ont décollé pour intercepter ce que les témoins signalent comme des phénomènes étranges. La première intervention sera le 5 décembre 1989. Des F-16 vont décoller afin d'observer un objet détecté par les radars de la base aérienne de Bierzée. L'objet situé au-dessus de la région liégeoise a disparu des radars à chaque tentative d'approche de F-16. Le 16 décembre, c'est-à-dire 15 jours après, les F-16 interceptent des lumières de Danzig, les fameuses lumières dont parlait Caro. Il y a plein de témoignages de personnes qui résident dans la province flamande du Limbourg qui font état de phénomènes étranges. Étant donné le nombre de témoignages coordonnants et malgré l'absence de corrélation radar, la décision va être prise de faire décoller des F-16. Les pilotes vont repérer la présence au sol de projecteurs tournant à une fréquence fixe et dont la lumière se reflète dans les nuages. Cette observation est ensuite confirmée par la police de Diez qui rapporte la tenue d'un show laser à proximité d'un Danzig situé dans les environs. Donc là, ils ont pu observer que c'était bien des shows laser. Le ministre de la Défense, donc, en réponse à une question parlementaire, va confirmer que les prétendus ovnis belges du 16 décembre n'étaient rien d'autre que des lumières de Danzig. Cette affirmation du ministre de la Défense est démentie 2 jours plus tard par un colonel, chef d'observation de la force aérienne. Il a certifié durant une conférence de presse que les opérateurs au sol ont observé des écho-radars inexpliqués représentant des vitesses extrêmement variables, sans rapport avec la vitesse des avions de ligne ou des cargos militaires. Donc, soit c'est vrai, soit il s'est passé 2 choses en même temps. Si en même temps que les lumières, il y a eu une observation inexpliquée, eh bien, cette observation inexpliquée est partie aux oubliettes parce que tout simplement, au même moment, il y avait les fameux lasers de la boîte de nuit. Oui, je pense aussi qu'aller à la poste, ou peut-être aller à la poste, ce serait peut-être plus simple. Ou alors, comme tu dis, peut-être qu'il faut que ce soit mis à jour et que ça ne l'est pas. Encore un secret, exactement. Je sais qu'ils avaient parlé que la vitesse pouvait correspondre à 5000 km/h. Oui, c'est ça. Or, les faisceaux laser, tu vois, ça fait ça comme ça se croise ainsi,
Mais voilà, c'est des faisceaux laser, quoi. C'est pas, ça va pas à la même vitesse, hein. Ça fait pas 5000 km/h. La vague d'OVNI belge a culminé avec des événements la nuit du 30 au 31 mars 1990. Cette nuit-là, des objets inconnus ont été suivis par radar, encore une fois, et pris en charge par deux F-16 de l'armée belge. À la suite de l'incident, l'armée de l'air belge a publié un rapport qui détaille les événements dans cette nuit. Encore de la désinformation. Oui. Sauf que là, malgré tout, je trouve qu'en Belgique, ils ont très bien encadré les choses, beaucoup mieux que dans certains pays. Aux environs de 23 heures, le 30 mars, un superviseur a reçu une information selon laquelle 3 lumières inhabituelles ont été vues en direction de Gembloux, au sud-est de Bruxelles. Les lumières étaient beaucoup plus brillantes que les étoiles, changeant de couleur entre le rouge, le vert et le jaune, et semblaient être fixées au sommet d'un triangle équilatéral. À ce moment-là, le CRC a demandé à la gendarmerie de Wavre d'envoyer une patrouille pour confirmer l'observation. C'est ainsi que 10 minutes plus tard, une deuxième série de lumières a été vue en direction du premier triangle. Et vers 23h30, la gendarmerie de Wavre va confirmer la première observation. Le phénomène était observé en même temps que le radar du CRC. Pendant ce temps-là, le second jeu de lumière, après quelques manœuvres, s'est également formé en triangle, mais en triangle plus petit. Après avoir suivi les cibles et après avoir reçu une deuxième confirmation radar du centre de contrôle, le CRC a donné l'ordre d'envoyer 2 chasseurs F-16 de la base aérienne de Beauchamp, peu avant minuit. Pendant tout ce temps-là, le phénomène est encore clairement visible depuis le sol et des témoins décrivent toute la formation comme conservant leur position relative tout en se déplaçant lentement à travers le ciel. Les témoins ont également signalé 2 lumières plus pâles du côté de Égezé, affichant des mouvements éradiques similaires à la deuxième série de lumières. Il n'y a qu'à voir dans les années 80 que les dessins dans les champs étaient l'œuvre des agriculteurs, comme si les agriculteurs avaient du temps à perdre. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Mephisto. Tout à fait. Il n'y a pas que dans les années 80. Monsieur Molinaro, il a été dans les années 2000. Hein. C'est sur mes cartes. En 2017, il y en a eu énormément. Mais énormément. Au cours de l'heure suivante, les 2 F-16 ont tenté donc 9 interceptions distinctes et à 3 reprises, ils ont réussi à obtenir un verrouillage radar pendant quelques secondes, mais chaque fois, les cibles changeaient de position et accéléraient si rapidement que le verrouillage était brisé. Pendant la première capture radar, c'est sur les photos, vous verrez, la cible a accéléré de 240 km/h à plus de 1770 en changeant d'altitude de 2700 mètres à 1500 mètres d'altitude. La première descente de plus de 900 mètres prend moins de 2 secondes. Des manœuvres similaires ont été observées au cours de 2 verrouillages radar suivants. Les pilotes du F-16 n'ont jamais été en mesure d'établir un contact visuel avec les cibles et à aucun moment, malgré leur vitesse, il n'y avait pas d'indication d'un banc sonique. C'est comme l'histoire des vaches mutilées après inspection. Elles auraient été disséquées par un laser car la chair était cautérisée à haute température. Tout à fait. Ils n'ont jamais trouvé
euh, d'explication à ce phénomène, en effet. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, les témoins qui étaient au sol, ils corroborent toutes les informations obtenues par le radar. Donc, c'est pas que des témoignages de personnes lambda, c'est que il y avait exactement sur le radar les mêmes informations. Ils ont décrit avoir vu le plus petit triangle complètement hors de vue en un point super rapide, tandis que le plus grand triangle s'est déplacé, mais vraiment très rapidement, euh, et ça vers le haut, lorsqu'ils ont vu les F-16 arriver. Après minuit 30, le contact radar est devenu beaucoup plus sporadique et le verrouillage final confirmé a eu lieu à minuit 40. Ce dernier verrouillage a de nouveau été brisé par une accélération passant d'une vitesse de 160 km/h à 1120 km/h, après quoi le radar des F-16 et ceux de Glons ont tous perdu le contact. Après plusieurs autres contacts non confirmés, les F-16 sont finalement retournés à la base Bredouille vers 1 h du matin. Ils ont mené une campagne de désinformation qui a été rudement efficace auprès des Anglais. Oui, mais après, tu crois que, malgré ça, tu crois que les gens ils n'y croient pas? Les derniers détails de l'observation ont été fournis par des membres de la gendarmerie de Au Havre qui avaient été envoyés pour confirmer le rapport original. Ils ont donc décrit 4 lumières maintenant disposées dans une formation carrée. Toutes faisaient des courts mouvements saccadés avant de perdre graduellement leur luminosité et de disparaître dans 4 directions distinctes vers 1 h 30 du matin. Donc si vous voulez, il y avait 4 lumières blanches qui allaient comme ça, et puis c'est ce que nous on a vu dans le ciel. L'enquête a été menée par l'association ufologique qui s'appelle la SOBEPS et le ministère de la Défense a demandé aux forces aériennes de fournir une aide technique et matérielle à cette association. Il y a 20 000 pages de rapports d'enquête qui ont été rassemblés au moment de cette vague. Après, il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites, mais comment savoir si vraiment ça a été vraiment pris au sérieux ou pas? Pourquoi à cette période-là, ils s'y sont tellement intéressés alors qu'il y a eu beaucoup de témoignages par la suite? L'hypothèse selon laquelle la vague d'observation d'OVNI en 1989 était due à des vols d'avions furtifs qui ont été proposés à l'époque par les gouvernements. Mais le gouvernement américain a nié avoir effectué ces tests de vol en Belgique. Et l'hypothèse selon laquelle l'avion aurait pu survoler la Belgique depuis l'Allemagne en préparation de la guerre du Golfe de 1990 à 1991 a également été évoquée. Après, pourquoi ils se sont enfouis quand ils étaient en contact avec les F-16 belges? Pourquoi ne pas avoir établi un contact radio en disant écoutez, voilà, on effectue des manœuvres tout simplement concernant cette guerre. Après, connaissant un peu la réaction des êtres humains, fallait sans doute étouffer ça comme ça, pas de panique. Oui, mais quand tu regardes aujourd'hui, est-ce qu'ils étouffent quelque chose? Non, au contraire, ils le mettent encore en avant plus. C'est ça qui est aberrant. Les autorités américaines ont affirmé n'avoir effectué aucun vol et que d'autres prototypes secrets ou d'autres prototypes, quels qu'ils soient,
dans l'espace aérien belge. Et en 2009, les sceptiques ont privilégié l'hypothèse d'une contagion psychosociale basée sur l'observation d'hélicoptères et d'avions. Encore une fois, cette histoire-là est complètement ridicule parce que vous pensez bien que si les forces aériennes de F-16 avaient fait pour tirer dessus et qu'ils les avaient verrouillés, c'était pas pour rien. Non, ça aide pas peut-être à communiquer, mais si tu es un avion américain en train de faire des essais, bah, tu vas répondre, quoi. Je sais pas, moi, tu vas pas partir à une vitesse de V'. Peut-être, oui. La vague d'ovnis belges de 1989 à 1992 reste l'un des cas les plus marquants et mystérieux de l'histoire des ovnis. Bien que de nombreuses explications ont été proposées, aucune n'a pu être confirmée de manière définitive, laissant le mystère de ces triangles non identifiés non résolu. 30 ans plus tard, les témoins continuent de témoigner, les enquêteurs de mener leurs recherches et les passionnés d'ovnis de spéculer sur l'origine de ces phénomènes aériens inexpliqués. Mais en 2020, une vague de signalements d'ovnis est constatée en Belgique. Une partie du mystère vient d'être percée, dit-on. La UFO flamande annonce mercredi, donc en 2020, avoir reçu 241 signalements d'objets volants non identifiés cette année-là. La majorité des ovnis observés étaient en fait des mini-satellites de constellation Starlink, lancés par un groupe spatial d'Elon Musk, SpaceX. Et le week-end, à ce moment-là, juste le week-end avant, coucou Chad, a reçu 70 nouvelles notifications. Après, il y avait 241 observations au compteur. Donc le nombre de signalements se rapproche des 270 reçus sur l'ensemble de l'année 2019, donc 270. Donc à cette époque-là, on dira que ce sont les satellites de Starlink. Oui, chez nous aussi, on a eu Jo. Mais ce qui reste quand même bizarre, et ça on me le retirera pas de la tête, c'est que dans ces années-là, rappelez-vous, nous étions tous enfermés. Nous étions tous enfermés et c'est ça qui est vraiment étrange, c'est que on dirait qu'ils en ont profité et qu'il s'est passé des choses que on n'a pas pu voir. Il y a peut-être eu plus que ces personnes qui ont vu ça. Ça, on ne le saura peut-être jamais, hein, malheureusement. C'est ça, Stella. Il y en a partout, exactement. Nous, il y en a aussi pas loin. Nous, on a aussi les bases américaines au Shape. Hein. Je les ai vus, ces soi-disant satellites. Je me pose certaines questions. Oui, Après, c'est la raison, c'est la réponse facile. C'est le satellite. On sait que dans le ciel, il y a des satellites, donc d'office, si on voit quelque chose, on va dire c'est des satellites. Pareil, Caro, pareil. Pareil. Donc ça, c'était pour tout ce qui concernait l'ufologie belge. Après, il y a eu plein de témoignages, hein, mais
depuis ces années-là, et avant et après, il y en a eu plein. Mais c'est tout des faits isolés. Là, c'était quand même des faits qui se sont passés, qui n'ont pas été isolés, qui ont été observés par plusieurs personnes au même moment, qui ne se parlaient pas, etc., etc. Je sais pas si ce sera ça, mais moi j'ai l'impression que il va y avoir un drôle de truc, mais ça, on verra, on verra comment ça va se mettre en place. Mais pour moi, mais clairement, on joue. Mais ça, le problème, c'est que à partir du moment où il y a quelque chose dans le ciel, forcément, Mhm. Moi, je dirais qu'ils sont tous en train de jouer une fameuse comédie et ils sont tous ensemble. Ils vous font croire qu'il y a des personnes qui sont mieux, blablabli, blablabla, ou des personnes qui veulent vous sauver. Mais ça, je l'ai déjà expliqué. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Aussi simple que ça. 22h22. Mhm, c'est ça. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, Ryan. Mais c'est sûr et certain. Et oui, je pense, en plus, ça a toujours été, hein. Ça a toujours été, c'est parce que nous, on y prend attention au jour d'aujourd'hui. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que dans les années 80, c'était différent? C'était exactement pareil. Dans les années 70, c'était pareil. Dans les années 90, c'était exactement pareil. C'est comme ça depuis toujours. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avance, c'est en train de serrer plus et encore plus et encore plus et encore plus. Merci Shadow, pareillement à toi. Maintenant, on va parler du phénomène céleste de Nuremberg en 1561 et vous allez voir que si j'ai pris ces histoires-là, c'est pas pour rien. Il y a aussi le même phénomène qui s'est passé à Bâle. En l'an 1561, le 14 avril au matin, entre l'aube et à peu près 4h, 5h du matin à la montre, est apparue sur le soleil, alors qu'il se levait, une vision effrayante et vue par nombre d'hommes et de femmes à Nuremberg. Ça se passe à la porte de la ville et dans la campagne. D'abord sont apparus avec le soleil deux arcs rouges sang, comme la lune dans son dernier quartier. En haut et en bas, scintillent comme le soleil et dans les couleurs du sang de chaque côté. Tout autour du soleil, on voyait de nombreuses sphères de couleur bleuâtre ou ferreuse, même voire noire. D'autres couleurs de sang étaient formées en cercle de chaque côté du soleil. D'autres encore sont apparues par rang de 3, d'autres par rang de 4. En- Entre ces dernières, on voyait des croix rouges de sang. Et entre toutes ces sphères et croix de traînées rouges sont à l'arrière-plan. À cette vision se mêlaient des cylindres simples et creux, et il y avait trois grands cylindres, un à main gauche, un à main droite et un troisième au-dessus de tout. Et dans ces cylindres il y avait 4 sphères tout au plus. C'était considéré comme ça, Jérôme. Tout ceux-là ont commencé à se battre entre eux. On rapporte que les sphères sont d'abord entrées dans le soleil et en sont ressorties comme entrechoquées. Les grands cylindres ont commencé à se tirer dessus avec des sphères. Pendant une bonne heure, tout cela a combattu violemment et lutté
jusqu'à épuisement des ressources. Euh, enfin, comme il a été rapporté, tous les objets ont chuté vers la terre, comme s'ils voulaient tout incendier, et sont finalement tombés sur le sol dans un grand élèvement de vapeur et se sont dissous. Après ce spectacle, on raconte qu'est apparue dans le ciel une chose semblable à un grand et large fer de lance noire, son emmanchement orienté à l'est et sa pointe vers l'est. Mais est-ce que tous ces signes signifient? Dieu seul le sait. Mais comme nous avons vu se succéder ces derniers temps dans le ciel tant de signes différents que Dieu Tout-Puissant a fait apparaître. Parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, tout était ramené à Dieu. Comme s'il voulait nous faire pénitence pour notre vie de péché, nous sommes si ingrats que nous négligeons de tels signes et prodiges et que nous plaisantons sur le sujet et en faisons fi. Il est à craindre que Dieu nous inflige une terrible punition pour notre ingratitude. Cependant, ceux qui craignent Dieu ne négligeront nullement et tous ceux-là garderont fidèlement l'avertissement de leur Père miséricordieux. Améliorons leur vie et serviront Dieu avec joie pour que celui-ci détourne de nous sa colère et la punition méritée, pour que nous, comme nos enfants, puissions vivre ici pour un temps et là-bas éternité. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Voilà le texte qui a été écrit par rapport à ça. On est d'accord, Caro. Les phénomènes célestes de Nuremberg en 1561 est un événement rapporté au XVIe siècle par le graveur et éditeur Hans Glaser dans un prospectus, illustré en couleur imprimé en 1561. Le document présente une illustration et le récit d'un phénomène céleste au-dessus de la ville de Nuremberg à l'aube du 14 avril 1561. C'est complètement paradoxal, mais ça l'est encore au jour d'aujourd'hui, si tu les écoutes. D'ailleurs, vous les verrez dans ces photos. Si vous voulez chercher après les tableaux, vous les trouverez. Il y en a deux, il y a celui de Bâle et il y a celui de Nuremberg. Ce récit est l'objet de débats en histoire, en météorologie, en psychologie, mais aussi dans les sciences marginales. Les historiens y voient la fusion imagée de plusieurs phénomènes historiques et phénomènes naturels non reliés entre eux et embellis par les interprétations religieuses et une transition orale. Allez savoir. Le document comporte dans sa partie supérieure une gravure de grand format coloriée à la main et en dessous un texte en écriture médiévale allemande. Le tout est l'œuvre de Hans Glaser et le texte, bien évidemment, est rédigé en allemand. C'est ça, exactement. Cette histoire-là est extrêmement intrigante parce que c'est un spectacle céleste qui, à cette époque-là, on ne pouvait pas dire à cette époque-là que c'était des drones, que c'était des avions, des hélicoptères. S'il y avait des objets volants dans... Oui, bien sûr, c'est là. S'il y avait des objets volants dans le ciel et qui auraient eu, comme, parce que ça s'appelle la bataille de Nuremberg, qui a eu des échanges jusqu'au moment qu'il y a eu Curie, est-ce qu'on ne peut pas décemment se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu
des batailles entre deux catégories, entre guillemets, hein, deux races distinctes, et qui se seraient battus à cet endroit-là, parce qu'ils se seraient retrouvés là, et que c'est ça que les gens de Nuremberg ont vu. Une chose est sûre, c'est que ce spectacle céleste de Nuremberg s'est aussi passé à Bâle en 1566. Là, encore moins, il y avait de contact entre les villes, hein, et entre les gens. Il n'y avait même pas de téléphone filaire. Il y avait pas du tout, ça n'existait pas. Il y avait le pigeon, hein, éventuellement, ou le messager à cheval. Hein, aussi simple que ça. Le spectacle céleste de Bâle est un événement inhabituel qui a été rapporté aussi au XVIe siècle à Bâle dans un processus de Samuel Apiarius et de Samuel Cossius, connu sous un nom allemand de Basler Flugblatt von en 1566. L'explication des faits est quasiment similaire un peu à celle de Nuremberg. En l'an 1566, par 3 fois, le 27 et 28 juillet, ainsi que le 7 août, mais là ça s'est passé 3 jours, a été vue une apparition curieuse dans le ciel de Bâle. Le 27 août, après que le soleil avait brillamment chauffé et bonnement dans le ciel, il était bien clair et lumineux, vers 9 heures du soir, il a pris soudainement une forme et une couleur étranges. D'abord, il a perdu ses rayons et sa brillance. Ensuite, il ne fut pas plus gros que la pleine lune, et pour finir, il a semblé pleurer des larmes de sang, et l'air derrière lui est devenu noir. Il a été vu par tous les gens de la ville et de la campagne, et même la lune, qui était presque pleine et qui brillait durant la nuit, était presque rouge et de couleur sang. Nous savons qu'il y a la pleine lune de sang, hein, mais ce n'est pas à cette période-là. Le jour suivant, donc le dimanche, le soleil s'est levé vers 6 heures et s'est couché avec la même apparence qu'il avait quand il s'était couché auparavant. Il a éclairé les maisons, les rues et les environs, comme si tout était rouge-feu et sanglant. Donc c'est pas une lune rouge sang comme nous on l'appelle, hein. Nous on appelle la pleine lune de sang parce que la lune était un peu rougeâtre, mais là c'était vraiment couleur feu. Plus tard, le 7 août, vers le lever du soleil et un peu avant, ils ont vu de grandes sphères noires qui allaient et venaient à grande vitesse et avec précipitation devant le soleil, et elles s'entrechoquaient comme si elles menaient un combat. Certaines sont devenues comme enflammées et rouges et sont tombées et ont disparu. Le long texte qui suit en conclusion évoque un avertissement divin. Encore une fois, il commence par une réflexion sur les possibles causes de l'apparition, puis s'étend largement sur les signes contenus dans l'Ancien Testament que Dieu a envoyés aux hommes. Ces phénomènes de Bâle, donc, sont ainsi compris comme un avertissement céleste. Les pécheurs seront certainement bientôt punis, alors que ceux qui sont fidèles à Dieu n'ont rien à craindre. Ces récits-là sont un objet de débat chez les historiens, mais aussi en ufologie, où les documents sont interprétés comme un témoignage d'une bataille d'OVNI.
Je vais vous en parler avec la bataille de Nuremberg. Les historiens considèrent ce récit comme étant le fruit d'une interprétation religieuse, un texte didactique sur un avertissement divin basé sur une transmission orale. D'autres documents du XVIe siècle et du XVIIe siècle rapportent de tels signes. En météorologie, on envisage divers phénomènes tels que un halo, l'événement et sa disparition, tout ça, toutes les descriptions qui ont été faites sont comparées donc à l'événement qui s'est passé à Nuremberg en 1561, c'est-à-dire avec un an de décalage. Tiens, mon bot, il remet le lien YouTube. Il est tombé sur sa tête, lui, aujourd'hui. Vous verrez les imprimés. Je les ai aussi mis en photo. Je les ai mis dans une petite vidéo. Si ça vous intéresse de voir des vidéos en plus, je peux faire des recherches là-dessus et vous les mettre dans le Discord. Les observations de Bâle et du Nuremberg sont toutes deux généralement attribuées au phénomène optique de la parélie. Qu'est-ce que la parélie? Alors, vous connaissez la pareidolie, mais vous ne connaissez pas la parélie peut-être. La parélie prennent souvent la forme de deux points lumineux situés de part et d'autre du Soleil, parfois sur un halo. Elles peuvent paraître aussi lumineuses que le Soleil, d'où leur surnom de soleil double ou de faux soleil. Bien que le phénomène ait lieu environ 70 jours par an, 70 jours, en Europe et en Amérique du Nord, il peut être difficile à observer si le Soleil n'est pas proche à l'horizon. La parélie est occasionnellement à l'origine de témoignages d'observations d'ovnis. Certains pensent même que ce sont des parélies qui auraient été la cause de lumières étranges observées dans le ciel de Nuremberg le 14 avril 1561. La célèbre gravure de Hans Glaser de 1566 représente l'événement, évoque vraiment un phénomène assez étrange. Donc, on peut soit se dire, ah bien, c'était une parélie, et ça fait partie de phénomènes qui sont tout à fait explicites et que l'on peut dire, ouais, ça fait partie de phénomènes totalement rationnels. Voilà, je cherchais le mot. Ou alors, on s'incline et on se dit, ah, mais c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'ufologie, tout simplement. Et que déjà, dans cette période-là, il y avait des témoignages, sauf que les témoignages n'étaient pas comme nous, puisque nous sommes avec notre temps, et plus tard, ce sera avec leur temps, au fur et à mesure des technologies avançantes. Je vous rappelle quand même que dans certaines peintures, dans les grottes, il y a des soucoupes volantes qui ont été dessinées. En Égypte, il y a aussi des dessins avec des hiéroglyphes avec des soucoupes volantes. Il y a des peintures qui datent du temps de la naissance de Jésus-Christ, etc., où on voit des soucoupes volantes. Alors, est-ce que les soucoupes volantes ont été rajoutées par la suite par nous, êtres humains, ou est-ce que c'est vraiment, c'était déjà observé dans ces années-là? Est-ce qu'ils n'ont pas toujours été là, autour de nous, avec nous? À voir, à méditer, et chacun doit doit écouter son ressenti, et chacun est juge
de penser ce qu'il veut concernant ça. Alors, pour ce qui en concerne la petite vidéo, je vous ouvre ça. Bah, ça, c'est moi. Vous n'avez pas besoin de voir ma tronche. Bah, il n'y a pas que l'année dernière, hein, cette année-ci aussi. Hein. Alors, la vidéo, elle est sur mon bureau. Elle est là. Attendez, hein, je vais regarder si c'est bon pour vous. Si je ne dois pas l'agrandir. Je ne vais pas l'agrandir plus, elle prend tout mon écran. De toute façon, il n'y a pas de parole, rien du tout. C'est une que j'ai fait moi-même. J'ai été repêcher des photos. Elle n'est pas très longue, hein, elle fait 1 minute 45. C'est parce que le problème, c'est que chaque fois, si je vous mets des vidéos de YouTube